Bonjour à tous, on se retrouve pour poursuivre notre cours de CEJM. On est toujours en management et on est toujours sur le thème numéro 1 de notre cours, l'intégration de l'entreprise dans son environnement. On a travaillé sur les finalités de l'entreprise, on va travailler maintenant sur une autre dimension de l'intégration de l'entreprise dans son environnement du côté managérial. On est donc dans un chapitre 2 qui s'intitule Entrepreneurs et managers, les acteurs de la performance de l'entreprise. Première partie, c'est l'objet de cette vidéo, elle va uniquement porter sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Et on va regarder quels sont les objectifs et on va les donner tout de suite. Il s'agit pour vous d'apprendre à identifier les caractéristiques d'un entrepreneur, d'identifier la logique entrepreneuriale, et puis, et voilà, et on verra ensuite de caractériser et d'identifier les étapes du processus entrepreneurial. Voilà les objectifs pour aujourd'hui, ce que vous allez apprendre à faire et quelles sont les notions que l'on va aborder. Alors, papier, crayon, cerveau, c'est parti. Première partie, l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Comment on définit cette, notion? Alors, je vous ai mis des définitions et je vous ai mis, vous le voyez, des définitions au pluriel, puisque la vision de l'entrepreneur, tout comme la vision de l'entreprise, c'est quelque chose qui est variable selon les époques. Donc, je vais vous faire un petit tableau depuis le 19e siècle, où on a vraiment eu la pensée économique et la pensée managériale qui s'est formalisée. Et puis, on va arriver jusqu'à la pensée du 21e siècle. Et évidemment, elle va encore évoluer. 19e siècle, on considère que l'entrepreneur, c'est une personne qui doit gérer des ressources et qui va introduire de la nouveauté dans l'organisation. Donc, c'est vraiment le gestionnaire de ressources, on est vraiment sur l'artisan et sur l'industriel innovateur. Ça colle avec la réalité économique de l'époque, hein. On parle de révolution industrielle, donc ce sont des gens qui viennent avec de la nouveauté et qui vont créer de nouvelles formes d'organisation dans la production. La pensée va évoluer, donc là vous avez les auteurs qui sont en parenthèse, mais voilà, c'est vraiment un titre indicatif. Donc, on va, au cours du 20e, fin du 19e et au cours du 20e, considérer que l'entrepreneur, c'est plutôt une personne, un agent qui va profiter des incertitudes pour réaliser du profit. On commence à voir apparaître cette forme de pensée économique et de pensée managériale où le profit est quelque chose d'important, alors que avant le 19e siècle, le profit c'était mal vu, c'était quelque chose qui n'était pas forcément qui était mis en valeur dans la société, pas une bonne valeur. Et donc on voit bien là, 19e, 20e, c'est une valeur qui commence à apparaître. Et puis on arrive à la pensée de Schumpeter, dont on reparlera, pour cet auteur qui est très très important, dont on va reparler à plusieurs reprises dans ce cours de CEJM. L'entrepreneur, pour lui, c'est un innovateur. Donc s'il y a un auteur à retenir, vous l'avez compris, c'est Schumpeter. Donc l'entrepreneur innovateur, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va rendre les anciennes pratiques inadaptées, inadéquates, et qui va s'approprier, qui va appeler lui une rente, c'est-à-dire un profit qui vient de manière régulière, notamment grâce à son innovation. Il va avoir ce que Schumpeter va appeler une rente de l'innovation, c'est-à-dire un moment où grâce à son innovation, l'entrepreneur va avoir un coup d'avance sur les concurrents et ça va lui donner un avantage. C'est ce qu'appelle Schumpeter une rente. Et puis on a d'autres visions qui sont arrivées depuis. On a considéré également l'innovateur comme quelqu'un de créatif qui va repérer des nouvelles idées, qui va être à la pointe et qui va les mettre en œuvre. Celui qui invente les idées nouvelles n'est pas forcément celui qui va
populariser et qui va les exploiter au niveau économique. Et donc, on peut considérer, certains considèrent donc l'entrepreneur comme quelqu'un qui est un créatif, qui va repérer donc ses idées nouvelles et qui va mettre la musique sur le papier. Et dernier élément, on va pouvoir également, on revient à cette notion de valeur de création de profit. Donc là, vous avez des auteurs qui proposent cette définition de l'entrepreneur comme étant un opportuniste, pardon, qui exploite des occasions de créer du profit. On retrouve cette valeur importante dans l'entreprise qui est de créer de l'argent, de créer du profit pour l'entrepreneur. On peut également considérer que l'entrepreneur, c'est seulement quelqu'un qui apporte des capitaux, encore une autre vision de l'entreprise. On va le retrouver notamment au travers de certains types de sociétés où l'entrepreneur va être juste l'apporteur de capitaux et puis quelqu'un d'autre va venir exploiter l'entreprise. Ou on peut encore avoir finalement une définition très généraliste et se dire que toute personne qui crée une entreprise est un entrepreneur. Mais vous voyez qu'en réalité, on a plein de définitions de cette notion d'entrepreneur. Je vous invite à rester sur la définition la plus large, toute personne qui crée son entreprise, et à voir les points communs, c'est-à-dire quelqu'un qui quand même va rechercher du profit, quelqu'un qui va apporter des capitaux et quelqu'un qui va avoir, où il va y avoir une notion d'opportunité et une notion d'innovation. On va y revenir. On passe à la suite. Alors, quel est le profil de l'entrepreneur type tel que les auteurs en management l'ont déterminé au travers de tout un tas d'études? Quelles sont ses qualités? Alors ça, c'est Peter Drucker qui a analysé les qualités de l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance et de réalisation. Pas du tout quelqu'un qui accepte l'autorité ou qui accepte de dépendre d'autrui. Donc il a une grande volonté d'autonomie, de faire les choses par lui-même. Pardon. C'est quelqu'un qui a également une grande capacité à prendre des initiatives. Quelqu'un qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, il n'attend pas que ça passe. D'accord? C'est quelqu'un qui va être plutôt proactif. C'est pour ça qu'en qualité, on trouve souvent la notion d'une personne qui est volontaire. Et puis, créer une entreprise, il y a une notion très importante qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est prendre un risque. Et donc, il faut avoir une forme de goût du risque, ou en tout cas ne pas avoir peur du risque que représente la création d'une entreprise quand on veut devenir entrepreneur, quand on a vraiment l'esprit entrepreneurial. On a un rapport au risque qui est plus bas que d'autres personnes. En plus de ces qualités, d'autres auteurs se sont intéressés aux compétences qui sont nécessaires pour être entrepreneur, en tout cas celles qu'on retrouve le plus souvent dans la majorité des cas, dans la majorité des profils des entrepreneurs. Alors on trouve des qualités personnelles, de leadership, donc de capacité à entraîner les autres. On trouve des connaissances variées, utiles, c'est souvent des gens qui sont curieux, ils ne sont pas monopensés sur l'exécution de leurs tâches. Ils ont également des compétences informationnelles, très important quand on est entrepreneur, de savoir chercher l'information, de faire venir à soi la bonne information, et d'être en permanence en veille informationnelle, quelque chose qui reviendra dans d'autres matières. Donc c'est quelqu'un qui est très important, enfin un entrepreneur, ce sont des personnes pour qui c'est très important cette dimension-là. Il y a évidemment des compétences matérielles, hein, techniques, qui sont quand même très souvent présentes dans quel que soit le secteur. On trouve également très souvent une position socio-économique et je mets volontairement avec l'environnement familial. C'est-à-dire que lorsque vous avez une position socio-économique plutôt élevée, vous avez plus de facilité à prendre des risques parce que vous avez un soutien familial qui peut vous apporter des fonds que vous n'aurez pas si vous êtes dans un autre milieu. Il y a également le côté, si vous êtes dans un environnement familial et socio-économique où l'entrepreneuriat est valorisé et habituel. Si vous êtes issu par exemple d'une famille d'artisans ou de commerçants,
sans forcément d'être dans une position socio-économique très élevée, eh bien, le fait d'entreprendre, c'est quelque chose qui est connu, c'est une culture familiale et dans votre environnement, et donc ce sera plus facile, et on trouve plus facilement des entrepreneurs qui ont baigné dans cette culture que quelqu'un qui vient d'une longue lignée, allez, je vais faire un cliché, de fonctionnaire. Les expériences variées aussi vont influencer l'entrepreneur et vont être des éléments qui sont importants. Voilà pour un petit tableau du profil de l'entrepreneur tel que différents auteurs en management l'ont démontré, enfin, pas que moi qui dis ça. On va s'intéresser maintenant à la notion d'entrepreneuriat, puisqu'on a dressé le profil de l'entrepreneur, on a regardé que la vision, la définition, elle était un petit peu mouvante. On va regarder maintenant un petit peu la définition de cette notion d'entrepreneuriat. Alors, on commence toujours par une définition. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Alors, on va avoir une définition officielle, entre guillemets, qui est la fonction d'une personne qui va mobiliser et gérer des ressources humaines, matérielles et je rajouterais financières pour créer, développer et implanter les entreprises. Là, c'est une définition de l'Office québécois. Ce que je veux dire ici, c'est que l'acte d'entreprendre, c'est un acte qui est volontaire. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par hasard. D'accord? Il faut vraiment être dans cette dimension volontaire. Et comme je le disais tout à l'heure, on a parlé des qualités qui étaient de l'autonomie, de besoin de se réaliser, que c'était quelqu'un qui était proactif, volontaire. On revient dans cette dimension-là. Il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Il peut y avoir la création pure, créer une activité nouvelle, indépendante. Il y a la reprise, on peut racheter une entreprise existante pour la développer. Il y a la réactivation, on peut redémarrer une activité qui est dormante. Il y a l'essaimage, c'est-à-dire c'est un système, on en reparlera, où un salarié va créer sa propre activité avec l'aide de son entreprise. C'est ça qu'on appelle l'essaimage. L'image, c'est celle de l'abeille qui sort de la ruche pour créer une nouvelle ruche. Pour que vous compreniez bien ce mot d'essaimage, c'est créer un nouvel essaim d'abeilles. Donc je sors de mon entreprise avec l'aide de mon entreprise pour créer une nouvelle entreprise. C'est ça la notion d'essaimage. Quels sont les enjeux? Alors, il y en a plusieurs. Je vais tout mettre d'un coup sur la slide et je vous explique. L'entrepreneuriat pourrait permettre une meilleure répartition des ressources que d'autres systèmes d'organisation économique et avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Donc, il y a des auteurs qui ont étudié la question et qui ont démontré que plus il y a de création d'entreprises, plus ça fait une économie dans une société, dans un pays par exemple, à un instant donné, ça va créer une dynamique qui va être favorable à la bonne marche de l'économie et ça va entraîner également une dynamique qui est plus favorable à la diffusion des connaissances, notamment des connaissances techniques. Donc, l'entrepreneuriat, la bonne marche de l'entrepreneuriat, la bonne dynamique dans une société en termes de management et d'économie, c'est un gage de création de richesse, de création d'emplois. Et donc, on considère que c'est un moteur de l'économie, c'est un indicateur de la bonne santé d'une économie. Et puis, l'entrepreneuriat a également un rôle social, c'est-à-dire que c'est à la fois un ascenseur social, c'est-à-dire que je peux monter dans les catégories socio-professionnelles et partir de rien et me réaliser grâce à l'entrepreneuriat. Ça a également un rôle social par les emplois créés, c'est-à-dire que ces emplois créés vont permettre à des personnes de faire fonctionner l'économie et d'avoir une position sociale au travers
on l'a évoqué dans le thème précédent sur la finalité, et d'avoir une position dans la société grâce à l'emploi qu'elles vont occuper. On revient ici à Joseph Schumpeter, cet auteur extrêmement important, qui souligne quand même que l'entrepreneur, il a un rôle fondamental dans l'économie, parce que c'est celui qui va saisir les opportunités, les créer parfois même, et qui va prendre des risques. Il va prendre plus de risques que les autres acteurs de l'économie. Pourquoi il va prendre ces risques? Parce qu'il va chercher du profit, il va chercher la création de valeur, et que tout ça va profiter à la croissance économique. Et là, alors, étude récente, toute proportion gardée, c'est plus récent que Joseph Schumpeter, mais c'est pas forcément d'une récence, c'est pas extrêmement récent à l'heure où je vous parle. Et donc, c'est cet auteur, Salgado Wamba, qui a démontré que le dynamisme d'une société dépend fortement de sa capacité à innover et à entreprendre. Comment on met tout ça en œuvre? Comment est-ce que ça se passe pour créer une entreprise lorsqu'on est entrepreneur, quand on a une démarche entrepreneuriale? Alors, la démarche est toujours la même. Il faut d'abord trouver une idée de création, une idée d'opportunité, et il faut la tester, la valider qu'elle peut être porteuse, qu'elle est intéressante. On va chercher, voilà, valider cette idée. Alors généralement, on fait valider cette idée au niveau personnel, par ses proches, son entourage, et au niveau professionnel, en se faisant accompagner par des professionnels de la création d'entreprise, en se faisant accompagner par sa banque, par tout un tas d'associations qui viennent vous aider. Ensuite, on va identifier les contraintes. Est-ce qu'il y a des contraintes qui s'appliquent à mon idée, des contraintes pour les produits, par exemple, sur la sécurité de mon produit, des contraintes sur le marché. Est-ce que je peux entrer sur le marché comme ça? Est-ce qu'il me faut des autorisations, des diplômes? Est-ce qu'il faut que je demande la permission à l'administration? On ne peut pas forcément se lancer sur tous les marchés de façon complètement libre. Des contraintes légales. Alors ça, elles sont toujours présentes. Comment je vais organiser ma fiscalité, comment je vais organiser mon revenu. J'ai des charges sociales à payer sur les revenus. Je peux avoir d'autres contraintes légales qui me sont imposées, des normes par exemple. Et puis des contraintes matérielles, un local, des financements, etc. Alors, une fois que j'ai passé les 2 premières étapes, je vais passer à la partie 3. Je vais devoir mobiliser des ressources. Alors, par ressources, on entend essentiellement des ressources financières, mais pas que. Alors, on va aller chercher dans mes ressources personnelles. Est-ce que j'ai des économies? La première question que votre banque ou que votre comptable va vous poser si vous créez une entreprise, c'est combien vous apportez. Donc cet apport, ce sera donc vos économies. Vous pouvez avoir un apport qui vient également de l'entourage, c'est très courant et parfaitement légal. Vous devez ensuite convaincre soit des investisseurs, donc des personnes qui vont prendre le risque de mettre de l'argent dans votre entreprise, soit les banques, souvent les deux. Et donc pour cet outil-là, pour les convaincre, vous allez donc créer un business plan. Donc c'est l'outil indispensable qui va présenter votre activité, votre idée, le marché potentiel, combien vous allez vendre, combien de produits ou de services vous allez vendre, comment vous allez les vendre, combien ça va vous rapporter, combien ça vous coûte de vous lancer. Et au bout de, souvent le business plan il est sur 3 à 5 ans, et au bout de 3 à 5 ans, combien vous gagnez. Voilà ce qu'il va falloir faire pour convaincre les banques et les investisseurs de vous suivre. Ensuite, avec toujours ce business plan, vous allez pouvoir solliciter des aides publiques qui varient régulièrement, quasiment tous les ans.
Donc vous allez solliciter des organismes comme la PEC, comme France Travail, les chambres de commerce, les chambres de métiers spécialisées, chambres d'agriculture par exemple, c'est un métier autour de l'agriculture, et vous pouvez également solliciter des systèmes d'aide privée. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette expression, les business angels. Si vous avez déjà regardé l'émission d'M6 qui veut être mon associé, voilà, ils se présentent comme ça, comme des business angels. Vous allez également avoir les aides des avocats, des experts comptables spécialisés, des notaires, et il existe également des réseaux de chefs d'entreprise et d'accompagnement à la création d'entreprises. Le processus entrepreneurial est donc sur 3 fondamentaux. Vous aurez le diapo dispo sur Teams pour aller voir la vidéo qui est ici. Je ne vais pas la diffuser, mais il faudra aller la voir. Et donc vous allez voir que dans cet exemple... Bertin Naoum, son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'homme vient d'être classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou James Cameron, le réalisateur. Originaire du Bénin et né au Sénégal, Bertin Naoum a grandi en France. Et elle dirige aujourd'hui une PME spécialisée dans la robotique chirurgicale. Reportage Fiona Urbain avec Yves Couante. Bonjour. Le PDG lui-même accueille les investisseurs. Bertin Naoum dirige MedTech, une PME spécialisée dans l'assistance robotique à la neurochirurgie. Une entreprise high-tech en pleine levée de fonds. Il faut arriver à être plus persuasif que d'autres afin de les inciter à diriger leurs moyens sur notre société plutôt qu'une autre. Comment est-ce qu'on fait ? Et la tout-persuasion, c'est elle, Rosa. Donc là, le robot va se positionner de manière très précise selon la trajectoire pour pouvoir atteindre notre... Un robot capable d'assister un chirurgien lors d'une intervention dans le cerveau. La position. On est intéressé et les dernières évolutions font qu'on s'intéresse à nouveau à cette société. Et il n'est pas le seul. Selon la revue scientifique canadienne Discovery Series, Bertin Naoum vient d'être classé, grâce à ce robot, 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Une grande surprise et en même temps une grande satisfaction. De la joie, effectivement, de voir la société qui est distinguée, reconnue. Satisfaction d'autant plus grande que cette entreprise de 20 salariés a eu du mal à se faire reconnaître en France, comme beaucoup de PME innovantes, regrette le patron. Et je pense qu'on a probablement des progrès à faire de ce côté-là pour être peut-être un peu plus cocorico. Car le marché français est difficile. MedTech vient d'en faire une nouvelle fois l'expérience. Un CHU de la Côte d'Azur vient par exemple de préférer l'acquisition d'un robot anglais au dispositif Rosa. Mais Bertin Naoum reste un entrepreneur confiant et passionné. Moi, j'ai découvert ce milieu il y a maintenant près d'une vingtaine d'années au sortir de mes études d'ingénieur. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation pour moi de constater comment la technologie pouvait être utilisée au profit de quelque chose de ô combien noble, à savoir le fait de soigner les patients, de soigner des êtres humains. Coût du dispositif, 300 000 €. Une quinzaine d'établissements dans le monde utilisent Rosa, comme cette clinique, depuis mars dernier. Le robot nous fait gagner du temps et surtout beaucoup de confort pour le patient. C'est un petit peu comme s'il nous montrait du doigt l'endroit à biopsier et plus que ça, il nous tient la main. Il nous porte l'instrument et puis finalement, nous, on fait le trou à l'endroit où il nous montre et on va faire notre biopsie à l'endroit où il nous montre. Bertin Naoum ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise travaille sur un nouveau robot dédié cette fois à la chirurgie de la colonne vertébrale. Pour conclure, la logique entrepreneuriale, c'est avant tout un état d'esprit associé à des compétences. On va pouvoir développer une opportunité et ou une innovation. C'est un investissement de ressources variées, des ressources financières bien sûr, sans argent vous ne faites rien, mais également des ressources humaines, parce que sans personnel vous ne faites rien non plus, des ressources technologiques, physiques et matérielles, au sein d'une organisation. Donc, et on va justement faire le lien avec la suite, et on va voir comment cette organisation, le fait d'organiser le travail, d'organiser l'activité, on arrive à la logique suivante, qui est la logique managériale, qui est le point de la vidéo de la prochaine séance. On se retrouve en classe avec les activités correspondantes.